Quand on parle de Naruto, et plus spécifiquement des femmes dans Naruto, il y a généralement deux teams. D'un côté, les pros Hinata. Les pros Hinata. Tribi. Yep, sauf qu'ils sont tout aussi radicaux, alors dans le fond... Il y a donc d'un côté les partisans d'Hinata, personnage majoritairement apprécié, en tête de plusieurs top waifus, tout animés confondus, avec à son actif plus d'articles et de vidéos qui l'encensent que moi je n'ai de raison de me lever chaque matin. Et de l'autre côté, les admirateurs de Sakura, un personnage qui, malgré quelques fans très hardcore, est... Sakura, le personnage le plus inutile de Naruto. Sakura est le pire personnage de manga jamais créé. Sakura. Non, je déconne, c'est le personnage de préféré de personne en fait celui-là. C'est impossible d'aimer Sakura. En fait, elle est trop détestable. Tout le monde déteste Sakura. Elle est nulle, elle sert à rien, pire personnage de Naruto. Moi personnellement, j'aime pas Sakura, ok? Sakura, elle pue le caca. Sauf qu'au milieu de ce joyeux foutoir, à chaque fois que l'un des clans clamait la supériorité de sa waifu un peu trop près de mes oreilles, ma réaction se résumait à « Ah, parce qu'elles sont si différentes que ça, ces deux meufs ?» Non, parce qu'il y en a une qui aime un gars qui ne la calcule pas et une autre qui aime un autre gars qui ne la calcule pas non plus. Donc au bout d'un moment, ça tirait peut-être d'arrêter de se prendre la tête, quoi. Ah, qui sont bêtes. Plus sérieusement, n'ayant jamais eu de réel attachement à l'une ou l'autre de ces dames, je suis toujours parvenue à comprendre les arguments des deux camps sans vraiment les partager, étant donné que je trouve personnellement à ces deux protagonistes plus de similitudes que de différences. Alors, plutôt qu'un énième Hinata versus Sakura, je vous propose cette fois-ci de couper la poire en deux en analysant ensemble 5 points sur lesquels Kishimoto a fait correspondre l'écriture de nos deux shinobi. Cette vidéo parle de persos féminins sous-exploités et aussi de beaucoup de spoils importants. Si vous n'avez pas lu ou regardé l'intégralité de Naruto et Naruto Shippuden, n'hésitez pas à skip, sinon bonne vidéo. Au départ, ce sont des faire-valoir. Dès les premières lignes de l'histoire, Hinata nous est présentée comme l'amoureuse transie de Naruto et on comprend assez vite que son existence se résumera à répéter Ah non, mauvais script. On comprend assez vite que l'existence de l'héritière du clan Hyuga se résume principalement à montrer aux spectateurs qu'en dépit de son statut d'hôte du démon renard à 9 queues, Naruto est aimé de quelqu'un. Non mais de façon romantique. Autrement dit, Hinata permet d'accroître le capital sympathie du lecteur ou du spectateur envers le protagoniste en lui montrant que même s'il fait des bêtises, Naruto n'a pas mauvais fond puisqu'il parvient à inspirer autrui. Le fait que cette jolie et gentille fille tienne aussi sincèrement à lui renforce l'idée qu'il est agréable et pur de cœur. Si seulement ça marchait aussi bien pour tout le monde. C'est de là que vient le rôle de faire valoir d'Hinata qui, du début à la fin de l'œuvre, n'évoluera que très peu. Une évolution certes positive, mais qui ne se matérialisera que dans le cadre de sa relation avec le héros de la série. Instant mauvaise foi. Hinata se relève face à un adversaire plus puissant. Il y a Naruto. Hinata met de côté sa timidité pour dire franchement ce qu'elle pense. Il y a Naruto. Elle affronte un ennemi surpuissant face auquel elle a déjà abdiqué auparavant. Cette fois-ci, il y a Naruto. Son cousin meurt tragiquement. Oh, on va plier le deuil en 2 minutes après tout. Il y a toujours Naruto. Et du côté de Sakura, bah c'est un peu la même. Surtout au départ, puisqu'avant Shippuden, Sakura c'est la fille random, première de la classe, un peu chiante, qui est amoureuse du mec le plus beau et le plus populaire de l'école, pas du tout le synopsis d'une romance pour ado ultra cliché, et qui, comme sa compère Hinata, n'existe que pour mettre son love interest sur un piédestal. Un grand piédestal. Même si, parlant de Sakura, on note quand même quelques différences qui la prédestinent à être un peu plus que la fangirl de Sasuke. Là où Hinata est vraiment la seule à porter un intérêt romantique à Naruto, ce qui ne lui laisse aux yeux du spectateur que le rôle de love interest, Sakura, qui n'est de son côté qu'une groupie parmi les dizaines d'autres prêtes à se jeter aux pieds de son ténébreux prince charmant, a déjà beaucoup plus de perspectives d'évolution. C'est d'autant plus vrai que l'éloignement puis l'absence de Sasuke au sein de l'équipe 7 pendant la majeure partie de l'intrigue l'a conduit inévitablement à faire évoluer d'autres aspects de sa vie. Son amitié avec Naruto, sa quête de savoir pour devenir une meilleure kunoichi, le perfectionnement de ses aptitudes de médecin ninja et de combattante auprès de Tsunade, etc., etc. Cela étant dit, pendant une très grosse partie du manga ou même de l'anime, autant Sakura qu'Hinata ne sert pas à grand chose. Et pour cause, elle ne se démarque pas assez. Parlons de technique ninja si vous le voulez bien.
Sakura, au bout d'un long apprentissage aux côtés de Tsunade, finit par développer une force colossale, des aptitudes médicales inégalées et même une réserve de chakra proche de l'infini, matérialisée par l'apparition du fameux sceau sur son front. Où est le problème, me direz-vous? Eh bien, il n'y a aucune différence entre Tsunade qui utilise ses jutsu et Sakura quand elle utilise les mêmes jutsu. À part qu'il y en a une qui a un flot. Feu de Dieu. Après, dans l'histoire, tous les ninjas développent des techniques proches de celles de leur maître. En effet, Naruto maîtrise le Rasengan, l'invocation et le mot d'ermite, tous trois développés par Jiraiya qui tient lui-même le Rasengan de Minato. Sasuke a appris le Chidori de Kakashi, puis la transformation et l'invocation avec Orochimaru. Quant à ses autres techniques, la boule de feu suprême, le Susanoo et la Materatsu, c'est littéralement l'apanage de son clan, donc au même titre qu'Itachi, on peut supposer que plusieurs autres Uchiha auraient pu les maîtriser, Si seulement ils n'étaient pas tous mystérieusement morts par une nuit de pleine lune. sauf que Naruto, en plus des techniques qu'il a acquises grâce à Jiraiya, maîtrise le multiclonage à un niveau stratosphérique, sans compter qu'il ne s'est pas simplement contenté de copier-coller le Rasengan tout du long. Il l'a vite fait évoluer en Shuriken tourbillonnant. Ah, et n'oublions pas toute sa forme liée à Kurama aussi. Le merchandising est l'ensemble des méthodes et techniques utilisées sur le point de vente pour assurer une meilleure revente du produit. Sasuke a lui de son côté le Rinnegan et... Ah bah non, c'est tout. C'est déjà beaucoup quand même. Et du coup, vous commencez à me voir venir. Sakura, elle a quoi en plus des techniques de son sensei? J'ai enfin fini par les rattraper. C'est quoi? Visiblement une grande gueule, mais plus sérieusement, la vérité c'est que contrairement à ses autres camarades de l'équipe 7 qui ont su perfectionner les techniques de leur maître, notre jeune médecin ninja ne se différencie pas spécialement de Tsunade dans son utilisation des techniques transmises par cette dernière. Le pire dans toute cette histoire, c'est que la backstory de la 5e Hokage a été encore plus approfondie que la vie entière de Sakura. Un perso principal. Ouais. Hinata de son côté s'en sort un petit peu mieux au niveau des skills. Certes, toutes ces techniques sont propres aux facultés du clan Hyuga, mais elle a au moins la technique des points jumeaux qu'elle est la seule à maîtriser. Enfin ça c'est dans Shippuden, parce que dans Naruto, notamment au moment de l'examen des Chunin, le personnage qui s'illustre le plus pour son utilisation des techniques du clan Hyuga, ce n'est pas Hinata, mais bien Neji. Que ce soit dans la maîtrise du Byakugan, des 64 points du Hake, du Juken, du tourbillon divin du Hake, le cousin d'Hinata la fume! L'écart de niveau est tel qu'il faudra l'intervention de Kurenai, Gai, Kakashi et ce mec pour que Neji, toujours en mode FDP, ne dézingue pas notre petite Hinata. Ajoutons à cela que le point de vue et la backstory de Neji ont été encore plus approfondis que la vie de sa cousine, ce qui l'a rendu plus intéressant pour de nombreux fans dont moi en début d'intrigue. D'ailleurs, je pense toujours que Neji serait devenu le plus puissant du clan Hyuga si seulement il avait survécu à la 4e Grande Guerre. Mais comme le dit l'adage, à toute chose malheur est bon, la disparition de Neji aura au moins eu pour effet d'atténuer le côté doublon d'Hinata, surtout qu'en plus d'avoir les mêmes techniques, les deux se ressemblaient quand même vachement physiquement. Et en parlant de physique, permettez-moi de vous présenter le sponsor de la vidéo qui n'est autre que... T'as rêvé, ma vieille. C'est ta première vidéo. Quoi qu'il en soit, s'il y a bien une chose qu'on ne peut pas reprocher à Hinata ou Sakura, c'est de ne pas chercher à s'améliorer. Même si leur évolution n'est pas aussi stupéfiante que celle d'autres personnages de la licence, elles se donnent à fond pour progresser étant donné qu'elles ont le même objectif. Que ce soit la princesse au Byakugan ou Fleur de Cerisier, oui j'en avais marre de dire Sakura. Leurs actions sont systématiquement conditionnées par le regard d'autrui. Hinata veut devenir plus forte parce que... est fort. Face à Neji au moment de l'examen des Chunin, elle serait restée à terre si, promis c'est la dernière fois, ne l'avait pas poussée à se surpasser. Dès qu'elle est en difficulté et que ses forces l'abandonnent, la première chose qu'elle se dit c'est que Naruto lui n'aurait pas abandonné. Mais si son crush lui offre une façon plutôt saine de repousser ses limites, avec d'autres personnages, c'est plus compliqué. Voici le père d'Hinata, je ne me souviens plus de son nom et flemme de faire la recherche. L'autre homme que notre Kunoichi aux yeux blancs respecte le plus. Seulement, contrairement à Naruto qui a un moteur pour elle, le chef du clan Hyuga lui constitue principalement un frein. Depuis sa plus tendre enfance, il martèle à sa fille l'importance de son rôle d'héritière de la branche principale et lui impose un entraînement très éprouvant afin qu'elle soit en mesure de le remplir convenablement. Problème, Hinata et la bagarre, ça fait deux. Alors forcément, elle peine à s'illustrer au combat et échoue systématiquement face à Neji,
qu'elle est censée naturellement pouvoir surpasser puisqu'il n'est que le rejeton de la branche parallèle. Neji, qui justement du fait de ce statut d'être inférieur, n'hésitera pas à appuyer sur les faiblesses de sa cousine pour bien lui rappeler que face à lui, elle est aussi petite que Levi au milieu du bataillon d'exploration pendant la saison 4 d'SNK. Résultat, Hinata, qui était déjà de nature calme et introvertie, commence par traîner derrière elle un lourd complexe d'infériorité. C'est la raison pour laquelle elle idolâtre autant Naruto qui, malgré toutes les persécutions qu'il subit, reste fidèle à lui-même et n'abandonne jamais. Ce qui nous amène à son objectif de vie. Hormis le fait qu'elle rêve de soulever Naruto, ce qu'Hinata désire par-dessus tout, c'est trouver sa place au sein de ce monde impitoyable qu'est celui des shinobi. Elle qui n'aime pas se battre, elle qui a en horreur la guerre et le sang, se fera violence pour s'affranchir de ses peurs afin de se tenir sans honte aux côtés de celui qu'elle aime, même face aux menaces les plus redoutables. Puis elle deviendra pour finir, comme elle l'a longtemps souhaité étant petite fille, une ninja aussi gentille que sa mère et aussi forte que son père. Sakura, quant à elle, part avec un léger avantage puisqu'elle ne subit pas de contraintes de la part de ses proches. Née dans une famille moyenne, ne portant pas tout le prestige d'une dynastie sur ses épaules, tout ce qu'on attend de notre fleur de cerisier, c'est qu'elle bosse à l'école et devienne une bonne kunoichi. Seulement voilà, elle se retrouve dans l'équipe 7, équipe entraînée par un éminent ninja qui a en plus la réputation d'être particulièrement exigeant. Kakashi Kakashi a attaqué le ninja copieur. En plus de ça, elle doit évoluer aux côtés de deux autres camarades. Premièrement, Sasuke, son amour de toujours, un jeune prodige qui est accessoirement le descendant et l'unique rescapé du redouté clan Uchiha. Mais aussi Naruto, un petit chenapan qu'elle considère au départ comme un bon à rien sans éducation, avant de bien vite s'apercevoir que le potentiel de l'hôte de Kurama surpasse de très loin le sien. À l'issue de plusieurs missions et péripéties, elle qui entre les quatre murs de l'académie des ninjas surclassait tout le monde, fera un constat amer. En situation réelle, elle ne fait pas le poids. Pire, elle devient un poids pour ses camarades. Pendant qu'eux arrivent à donner du fil à retordre à des adversaires imposants comme Zabuza et Haku, elle n'arrive pas à simplement repousser les ninjas du pays du son pendant l'examen des Chunin. Et c'est là que, comme pour Hinata précédemment, le complexe d'infériorité s'installe. Sakura, qui à ce moment-là n'a aucune affinité avec le combat pur et dur, cherchera à trouver un domaine grâce auquel elle pourra efficacement servir son équipe. Et quoi de mieux pour elle qui a une maîtrise impressionnante du chakra que l'apprentissage de la médecine ninja. C'est alors que commencera pour la disciple de la 5e Hokage un long apprentissage au terme duquel elle accomplira des prouesses, comme le sauvetage de Kankuro, frère de Gaara, et plus tard de Naruto au beau milieu de la 4e Grande Guerre. Finalement reconnue de tous, sauf de ses haters pour ses capacités, Sakura aura atteint le but qu'elle s'était fixé au moment du départ de Sasuke. Ne plus jamais être un poids et devenir suffisamment puissante pour être à la hauteur de son statut de membre de l'équipe 7, amenant de nouveau une similitude entre elle et Hinata. Toutes les deux se considèrent comme faibles au début du récit et manquent de confiance en elles. Elles se soucient du regard des autres et désirent s'affirmer auprès de leur entourage en parvenant à égaler leur source d'inspiration. Pour ce faire, toutes les deux s'entraîneront sans relâche et finiront grâce à ça par réaliser leurs différents rêves. Bien, maintenant qu'on a souligné les meilleurs aspects de nos deux personnages, il est temps de rager puisque malgré tout, elles ne sont pas toujours très fut-fut. Alors oui, Sakura est vraiment très forte. Oui, Hinata est la femme dont beaucoup rêvent. Mais la vérité, c'est qu'à des moments clés de l'anime, toutes les deux ont fait des choix qui, au-delà d'être discutables, m'ont sérieusement fait souffler du nez. Commençons par la waifu qui fait vendre le plus de body pillows dans Naruto. Déjà, Hinata est le cliché exacerbé de la fille timide. Certains auront trouvé ça mignon tout du long et d'autres, moi, ont juste eu envie de péter quelque chose en la voyant frôler l'évanouissement à chaque apparition de Naruto. Mais après une centaine d'épisodes, je me suis fait une raison et j'ai arrêté de relever les moindres maladresses de la douce princesse au Byakugan. Jusqu'à l'arc Pain. Contexte. Pain, dirigeant de l'Akatsuki, arrive à Konoha. En un claquement de doigts, il parvient à mettre le village à feu et à sang. Naruto ayant fraîchement terminé son entraînement d'ermite sur le mont Myoboku revient au bercail. Seulement, au lieu du village chaleureux dont il a l'habitude, c'est une terre dévastée qui s'étend sous ses yeux. C'est alors que s'enclenche l'un des combats les plus palpitants de Naruto Shippuden, au terme duquel la paix sera rétablie, suite à la disparition de la plus grande menace de l'anime à ce moment-là de l'intrigue. Mais nous n'en sommes pas encore là.
Pour l'heure, l'hôte de Kyuubi, malgré une lutte acharnée, se retrouve cloué au sol par son adversaire. Le chakra de Pain s'insinue en lui et alors que ses forces commencent à le quitter, quelqu'un s'interpose entre lui et son assaillant. C'est Hinata Hyuga, sa camarade de l'académie ninja. Avant d'attaquer courageusement le chef de l'Akatsuki, la jeune fille dévoile à Naruto tout l'amour et l'admiration qu'elle éprouve à son égard, le laissant sans voix. Malheureusement, sa tentative de sauvetage se solde par un échec cuisant. Elle se retrouve projetée au sol par un puissant jutsu et perd connaissance sous le regard médusé du jeune Uzumaki. Ce dernier, envahi par une intense colère, n'a plus le contrôle sur ses émotions et se déchaîne sous la forme d'un démon renard à 4 queues. Alors que dire? La scène était bien, mais genre vraiment bien. Seulement, malgré mes nombreux visionnages, je n'ai jamais pu apprécier toute la beauté de l'affrontement Pain-Hinata puisque pour moi c'était clair dès le départ, elle allait se faire éclater et en beauté. En conséquence, ça m'a toujours semblé stupide qu'elle intervienne de manière aussi frontale. Instant mauvaise foi. Le retour. À quel moment, toi une petite kunoichi qui n'arrive pas à battre son cousin à combat singulier, tu te dis, je vais attaquer seul le chef ultra cheaté d'une organisation extrémiste qui a réussi à mettre à terre le porteur du plus puissant des Biju et ça va passer. Non. Le pire, c'est qu'elle était convaincue premier degré que ça allait marcher. Pardonnez mon cynisme, mais dans un univers où les seules figures divines sont un sage qui n'apparaît qu'une fois tous les 6000 ans et Satan incarné, je trouve qu'on croit un peu trop au miracle. Je peux comprendre que la réaction la plus commune dans une situation aussi désespérée serait de foncer d'abord puis ensuite de réfléchir. Le souci, c'est qu'ici, il est question d'Hinata, une kunoichi surentraînée pour faire face aux situations d'extrême urgence. Elle est en outre de nature placide et réfléchie et peut, grâce à ses byakugan, jauger ses adversaires instantanément. Pour moi, toutes ces qualités auraient dû lui servir à trouver une meilleure alternative qu'une attaque suicide pour sauver son bien-aimé. C'est vrai, mais puisque Naruto était en danger, on peut considérer qu'Hinata agit par réflexe, ce qui est plutôt normal. Pourtant, quand il s'agissait de Neji, elle a vite oublié ses réflexes. Toutefois, rendant à César ce qui est à César, la première idée d'Hinata était bonne, à savoir faire mine d'attaquer Pain pour finalement libérer Naruto. Ça aurait même été la meilleure stratégie à exécuter si, et seulement si, elle avait eu la capacité de retirer tous les pics d'un coup. Au lieu de ça, elle arrive seulement à en casser un sans l'extraire entièrement. Une seconde de silence pour ce pauvre Naruto qui a sûrement dû se retenir de crier de douleur. Même en laissant de côté son inaptitude à sauver Naruto, le pire dans l'histoire, c'est qu'elle a réellement risqué sa vie pour rien. Si l'intrigue s'était voulue purement réaliste, Hinata serait morte non pas une, ni deux, mais bien 3 fois au cours de son combat contre Pain. Enfin ça c'est dans l'anime parce que dans le manga, le combat entre elle et l'avatar de Nagato dure 3 cases. Hinata attaque, son adversaire réplique, Hinata au sol. 3 foutues cases qui soulignent encore plus la vacuité de son action. Et plus j'ai revisionné cette scène, plus je me suis dit que c'est Sakura qui aurait dû intervenir. Et non, je ne suis pas partisane du Narusaku. À vrai dire, les couples principaux dans Naruto me laissent assez indifférente, tellement je préfère les secondaires. Mais dans ce cas précis, il faut admettre que ça aurait été le choix le plus rationnel à faire. La mission, c'était de retirer tous les pics du corps de Naruto. Or, Sakura, la kunoichi qui maîtrise le mieux son chakra, aurait pu tous les sortir d'un coup, en usant de la technique d'extraction qui lui avait plutôt dans l'intrigue permis de soigner Kankuro. En résumé, malgré la magnifique déclaration d'amour et toute la beauté de l'instant, j'ai soupiré devant cette partie de l'anime tellement ça se voyait que l'auteur voulait que ce moment soit celui d'Hinata, quitte à compliquer pour rien le dénouement de la situation. D'un autre côté, si Hinata n'avait pas frôlé la mort, Naruto ne se serait pas déchaîné, il n'aurait pas épuisé puis localisé Nagato, donc disons que même si le tout aurait pu être réglé d'une autre manière, cette intervention de la future Madame Uzumaki s'est avérée utile. Ce qui n'en valait absolument pas la peine en revanche, c'est ça. Tu peux répéter? Mais tu as bien entendu. Je suis amoureuse de toi. On ne change pas d'amoureux comme ça d'un coup. Pourquoi veux-tu absolument trouver une raison? C'est toi que j'aime maintenant, c'est tout. Ensuite... C'est Sasuke que je dois poignarder. Et tout sera terminé. J'ai pris ma décision. Et pourtant... Sakura! Pourquoi? Juste pourquoi? Je sais pourquoi, mais d'abord critiquons. Ce n'est pas un hasard si ces deux scènes ont définitivement terni le peu de crédibilité que Sakura avait auprès de la plupart des fans.
Cependant, même si beaucoup l'ont trouvé détestable pour avoir menti à Naruto, honnêtement, ce n'est pas mon cas. Déjà, à ce moment-là, Sakura se sentait coupable. Coupable d'avoir demandé à son ami de ramener Sasuke au village, et surtout, coupable parce qu'elle croit que s'il continue de tout tenter pour sauver leur ancien équipier en dépit de la souffrance que ça implique, c'est uniquement pour ne pas déroger à sa promesse puisqu'elle le sait mieux que quiconque. Naruto ne revient jamais sur une parole donnée. Peut-être que Sakura a pensé de la manière suivante. Elle a demandé à Naruto de faire revenir Sasuke. Naruto a accepté, au début parce que lui aussi souhaitait le retour de leur camarade, mais peut-être aussi pour lui faire plaisir parce que ça n'a jamais été un secret, il était amoureux d'elle. Ils ont fini par retrouver Sasuke après une quête interminable, mais au lieu de retrouvailles simplement tumultueuses, ce dernier a failli les anéantir. Et de tous ses amis venus le secourir, c'est à Naruto qui l'a fait le plus de mal. Après ça, même si Naruto donne toujours l'impression qu'il veut raisonner leur ex-compagnon, peut-être que la seule raison pour laquelle il persévère dans cette voie, c'est pour rendre Sakura heureuse et accessoirement devenir le valeureux héros qui mériterait son amour. De ce fait, délivrer Naruto de sa promesse ne suffirait pas puisqu'en renonçant à cette quête que Sakura croit lui avoir imposée, il la rendrait malheureuse. La seule solution pour qu'il renonce définitivement, ce serait qu'en choisissant d'abandonner Sasuke, Naruto n'ait pas l'impression d'être l'égoïste qui, épris de sa camarade, laisse tomber son rival juste pour avoir une chance avec elle. Conclusion, Sakura doit lui prouver qu'il ne perdra pas l'estime qu'elle a pour lui en choisissant d'abandonner Sasuke. En abordant l'histoire de ce point de vue un peu tordu, j'ai réussi à trouver une certaine logique au mensonge de Sakura. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette explication en commentaire, je serais ravie de vous lire. Cela dit, même si je peux trouver une justification au comportement de Sakura avec Naruto, je n'ai aucune explication pour les actes qu'elle a posés ensuite. Instant mauvaise foi. Le retour. À quel moment? Toi, une petite kunoichi qui a vaincu un seul ennemi certes très puissant mais en étant assisté d'une petite mamie, tu te dis « Je vais réussir à moi seule à éliminer le mec face auquel je perds tous mes moyens alors qu'il s'est allié à un autre mec dont le hobby c'est de disséquer des personnes innocentes dans sa cave et ça va passer. » Non Sakura, ça ne va pas passer, tu vas y passer. La différence, elle est là. Comme je le disais en début de vidéo, je n'avais aucune affinité avec Sakura ou même Hinata qui était d'ailleurs celle que j'aimais le moins des deux. Mais pour écrire la meilleure analyse possible, en plus de faire des recherches sur les coulisses d'écriture et les inspirations pour les personnages, j'ai regardé et lu d'autres analyses qui présentaient des avis opposés aux miens pour ne pas m'enfermer dans une espèce de biais de confirmation pendant la rédaction de mon script. C'est justement ce qui m'a réconcilié avec le personnage d'Hinata et fait un peu plus apprécier l'écriture de Sakura, m'amenant au dernier point de cette vidéo. Hinata et Sakura sont imparfaites. Sakura et Hinata détonnent dans l'univers de Kishimoto pour une raison simple. Elles ne sont pas un Naruto qui malgré tout se relève toujours et n'a jamais de longs moments de faiblesse. Elles n'ont pas la badassitude d'un Sasuke qui enchaîne les jutsu surpuissants avec la grâce d'un empereur. Et elles sont également très loin d'un Itachi dont la capacité à s'oublier pour l'intérêt du plus grand nombre lui donne des allures d'ange descendu du ciel. Dans ce monde de surhommes presque sans faille, Hinata et Sakura commettent des erreurs, s'effondrent parfois sous le poids de leur faiblesse et se remettent constamment en question, là où leurs camarades ont un objectif précis dès le départ et ne dévient jamais du chemin qu'ils se sont tracés, qu'ils soient bons ou mauvais. En un mot, comparées aux autres, elles sont imparfaites. Mais puisque l'être humain se distingue par sa capacité à faire des erreurs et à en tirer des leçons, est-ce qu'en fin de compte, Hinata et Sakura ne seraient pas simplement parmi les personnages les plus humains de l'œuvre Naruto? Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin de ma toute première vidéo, remasterisée mais ça compte quand même. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Si oui, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste en dessous pour faire partie de mes tout premiers abonnés, les GOAT quoi. Rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau format qui devrait assurément vous plaire, mais si je vous manque d'ici là, vous pouvez cliquer sur cette vidéo. C'était Gloria, à bientôt.